Et je me demandais bien, comment pourrait-on prendre un sélectionneur qui comptabilise un maximum de défaites afin d'entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Et là, il y a véritablement un problème. Il était temps que Gassé se casse. En tout cas, Gassé s'est cassé et nous, on est très contents pour cela. Alors, Gassé, il nous a cassé. Il nous a cassé parce que comme mon très cher collègue l'a présenté, on ne comprenait pas pourquoi il avait été choisi pour entraîner cette belle équipe. Bienvenue à tous sur Café 24, la chaîne TV d'Amnaka 24 TV. On reçoit aujourd'hui M. Kofi, au plaisir. Au plaisir. Et on reçoit M. Kouya à nouveau. C'est un honneur. Bienvenue. Merci. Présentez-vous en quelques secondes. Alors, Kouya Dieudonné, entrepreneur dans le monde de la communication et des nouvelles technologies. Très bien, M. Kofi. Et vous? Alors, Kevin Kofi, c'est toujours un plaisir de nous retrouver sur cette chaîne qui rassemble, notre chaîne préférée. Alors, je suis leader de jeunesse, donc j'interviens dans divers secteurs d'activité en même temps. Très bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du cœur de la CAN, notre équipe, les éléphants, l'équipe de Côte d'Ivoire. Voilà, donc on va interagir ensemble sur une série de questions. Pour commencer, vous avez dû entendre un petit peu le départ de M. Gassé, l'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, est-ce que votre avis sur le départ, c'est prémédité, non, prématuré, M. Kofi? Eh bien, je dirais que cette question-là est une question qui devait être formulée dès le départ. Parce que je me souviens, lors des différentes interventions du président de la FIFA actuel, il avait dit que il avait dit que la sélection de cet entraîneur était sur la base d'un recrutement et que ce recrutement-là devait répondre plus ou moins à des critères. Donc c'est sur la base des critères qu'ils ont recruté un tel sélectionneur. Et je me demandais bien, comment pourrait-on prendre un sélectionneur qui comptabilise un maximum de défaites afin d'entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Et là, il y a véritablement un problème. Il était temps que Gassé se casse. En tout cas, Gassé s'est cassé et nous, on est très contents pour cela. Il faut rappeler quand même qu'il était entraîneur de Bordeaux, à l'époque où Bordeaux était en Ligue 1. Et dès sa présence, Bordeaux est passé en Ligue 2. C'est quand même une chute. Monsieur Kouya, le départ de M. Gassé prémédité, non? Alors, Gassé, il nous a cassé. Il nous a cassé parce que comme mon très cher collègue l'a présenté, on ne comprenait pas pourquoi il avait été choisi pour entraîner cette belle équipe. On nous a dit qu'il y avait quand même pas mal de candidatures et c'est le choix qui porté sur lui. Exactement. Dernièrement, ils ont publié la liste des personnes qui avaient candidaté à ce poste-là. Et on avait vu des profils qui pouvaient être choisis, notamment l'entraîneur de la Côte d'Ivoire en 2012, François Zawi. Mais dans cette liste de l'examen, messieurs, est-ce qu'il y avait vraiment des potentiels candidats qui se démarquaient de M. Gassé? C'est-à-dire est-ce qu'on avait des personnes qui avaient plus de compétences? En toute franchise, Gassé devait être le dernier de cette liste. Ah bon? En toute franchise. D'accord. Donc il y avait mieux que lui, c'est ça? Tout à fait. Plus mieux que lui. Parce qu'on ne peut pas prendre un entraîneur qui a comptabilisé plus de défaites que de victoires dans sa carrière. Est-ce qu'il maîtrisait aussi l'état d'esprit des Ivoiriens, de nos joueurs? En plus, c'était sa première sélection en Afrique. Ah. Alors qu'on sait que l'Afrique est tout aussi différente de l'Europe. Exactement. Le football africain est différent du football européen. Et même le football européen, il a échoué là-bas. On ne comprenait pas pourquoi il avait été sélectionné. En fait, je me dis que, comme mon confrère entend le dire, ça ne devrait pas être une expérience en fait. Nous, on n'est pas une équipe avec laquelle on essaie. On ne nous teste pas. On n'est pas avec les équipes de la Côte d'Ivoire pour faire l'échantillon Gassé. C'est ça. Voilà, c'est depuis le temps, il aurait dû tester d'autres équipes, le Niger par exemple, excusez-moi. Bon, il aurait dû tester d'autres équipes d'abord avant de venir sur la sélection. On parle quand même de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Voilà, quand on parle de Côte d'Ivoire, tout le monde s'attend à une équipe de waouh, on a des joueurs phénoménales. On ne va pas rester là. Donc il y avait meilleur que lui sur cette liste. Il y avait mieux. Comme qui, comme ça? Voilà, François Zawi par exemple, c'est un Ivoirien, il n'y avait pas comparaison, il n'y avait pas photo. On devait opter pour ce dernier-là. Liste, sur la liste, une personne. J'ai oublié que les noms qui étaient sur la liste. Mais Zawi aussi, c'était potentiel? Zawi, même s'il a échoué ailleurs, il faut noter cela aussi. Du coup, là, vous êtes en train de me dire qu'il faut qu'on prime un peu sur le local, le national. Tout à fait. Ou pas spécialement, non.
On peut prendre un entraîneur qui vient d'ailleurs, qui vient du Sénégal, qui vient des pays européens, américains. Mais, exactement, peu importe. Mais il doit pouvoir apporter quelque chose de nouveau à cette sélection. Et connaître cette équipe. Et connaître surtout le football africain aussi. Puisque le football africain, c'est un football qui est assez particulier, qui se base beaucoup sur le physique. Et donc, un entraîneur qui ne connaît pas déjà ce football-là, il est difficile de pouvoir s'en sortir. Alors, je veux noter une chose aussi. Gasset avait été choisi pour sa capacité à réunir l'équipe. Parce qu'autant l'équipe de Côte d'Ivoire était bien divisée, c'est-à-dire il y avait des clans qu'on appelait clans de jeunes et clans des anciens. Et donc, Gasset, il a cette capacité-là de pouvoir réunir une équipe. Je crois que chose qu'il a réussi. Mais il ne s'agit pas seulement de réunir une équipe, il pouvait être adjoint d'un entraîneur qui pouvait choisir. Si on va sur le sens de la question de la réunion de l'équipe, je pense que ce n'est pas un critère, en tout cas essentiel, qui doit permettre de recruter un tel entraîneur. Voilà, normalement un coach, il assure également le mental de l'équipe. Le coach fait jouer tout. C'est lui qu'on regarde. C'est en quelque sorte le grand leader parmi les leaders dans l'équipe. Et je me rappelle bien qu'au niveau de la sélection ivoirienne, Bas Gradel par exemple, qui se permettait plus ou moins de publier des directs Facebook avant même que Gasset n'arrive, où les joueurs se réunissaient, pareil qu'il y avait les nouveaux des anciens, où on faisait passer plus ou moins les nouveaux à des scènes de tradition, voilà, danser, tout ça. Voilà, il y avait la fraternité. Donc, quand on me dit qu'il est là parce qu'il faut réunir l'équipe, c'est pas une famille. Mais oui, parce que quand on dit que M. Kouya qu'il fallait réunir, c'est qu'il y avait une division. Voilà. La division était là. Lorsque. Division de qui nous donne l'exemple de cette division à qui? Comme je l'ai dit, il y avait deux clans. Ah bon? Les anciens et les. Et celle d'Aou Gabala, celle qui avait été choisie comme président intérim de la FIFA. Pourtant, elle avait décrit cela, du fait qu'il y a division au sein de l'équipe nationale. On avait le clan, je ne sais pas si je dois dire le nom, le clan Saint-Louis, et puis le clan des nouveaux. Et donc, il y avait division de façon évidente dans l'équipe. Et c'est ce pourquoi il avait été appelé. Mais comme je le répète, sa sélection pour être au devant de cette équipe n'avait pas été légitime. Et elle ne le sera jamais. Dieu merci, d'ailleurs, on l'a chassé. Parce que il a démissionné, mais c'est des façons. On n'a pas chassé Gasset. C'est des façons. En gros, tu veux dire qu'on l'a légèrement poussé à la porte, et puis il s'est dirigé vers la sortie. D'accord. Voilà. Parce que sur la base du contrat qu'on arrive à lire, ils nous ont dit clairement que Gasset était mis sur pied pour atteindre des objectifs. Les objectifs n'étant pas atteints, raison pour laquelle ils ont résilié le contrat. Pourtant, des polices ont entendu que Gasset aurait démissionné. Donc là encore, il y a une polémique sur la question. Il y a un bruit de couloir. Pour enchérir cette polémique-là, le communiqué faisait effet que Gasset avait été viré, lui et son agent. Pourtant, au début. M. Pointant. Comment on peut choisir un sélectionneur qui s'appelle Pointant? Pourtant, non, c'est pas celui-là que moi je vais signer. Je veux dire qu'au début, le président de la FIFA nous avait fait savoir que c'est M. Epes Faye qui était son agent. Et du coup, à travers ce communiqué, on apprend qu'en réalité, Epes Faye était l'agent de l'agent. Donc, il faut noter que ça aussi, c'est une anarchie au niveau de la FIFA. Là encore, je me dis que tout le long de cette interview-là, je pense que j'espère bien qu'on aura des questions même à poser sur la FIFA. Parce que je me dis qu'avec toute l'aisance que le président de la FIFA a eu à défendre cet entraîneur-là, normalement, on ne s'attendait pas à ça. D'ailleurs, M. Idriss Diallo nous a dit qu'il fallait qu'on se base sur les compétences à venir. Voilà. Et on se demandait de quels critères. De quels critères il s'agissait? Il devait bâtir une équipe de commandos, mais là. Mais est-ce que la faute reste uniquement sur le coach, M. Gasset? Eh bien, ou c'est partagé? En quelque chose, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Moi, je pense que quelqu'un qui est incapable ne pourrait rien faire d'autre. Donc, la plus grande responsabilité revient à la FIFA. Puisque M. Gasset, on le connaît comme étant quelqu'un qui a été incapable dans toutes les équipes où il a été. Ok, donc venons maintenant concernant la FIFA, du coup. Parce que la FIFA, en fait, avait sollicité M. Hervé Renard, qui avait été notre ancien coach. Et donc, la Fédération française de football, ils n'ont pas trouvé d'accord. On ne sait pas si c'est un accord. À votre avis, c'est plutôt financier ou. Parce que le voyage, je pense qu'il y a des voies tout je crois. Si vous me le permettez. Donc,
Votre avis en fait sur cet accord non trouvé entre ces deux. Alors, si vous me le permettez, disons tout simplement que déjà Gassi était payé à échelle de beaucoup de millions. Hein. C'est ça. C'est l'argent du contribuable parce que je ne sais pas où cet argent, ils ne vont pas dire que la FIFA a un fonds spécial qui prend pour payer du moins sur les entraîneurs et ainsi de suite. Alors, ça m'étonne déjà même qu'on va chercher Hervé Renard alors que la FIFA vient d'annoncer qu'il aurait un nouveau sélectionneur intérimaire. Et si ce qu'on apprend dans la police était confirmé, ça allait vraiment nous choquer. Ça nous choquer de voir qu'on ne peut pas donner quelqu'un d'intérimaire et puis par la suite aller chercher quelqu'un d'autre encore. Mais peut-être que M. Renard était intérimaire justement, ça peut... Non, mais on nous annonçait que Emer Sfaye venait d'être sélectionné en tant qu'intérimaire. En même temps, intérimaire, je ne veux pas dire quelqu'un qui est toujours là. Donc, oui, intérimaire, c'est de passage. Intérimaire, c'est de passage. Mais en même temps, c'est voulu que Hervé Renard allait venir terminer ce que Gasset avait commencé par. Donc, l'intérim, ça arrivait encore au même intérim. Mais là, ça revient après du bruit de couloir. Il n'y a pas de communiqué officiel comme pour Hervé Renard. Le seul problème, comme je le dis si bien, et en Côte d'Ivoire, nous sommes tellement champions dans cette question-là, ça veut dire que c'est des rumeurs, c'est des coulisses, et un matin, tu te réveilles, ils ont mis officiel. Okay. Ça dit personne n'a fait. Donc ça veut dire qu'en fait, tu veux dire que les bruits de couloir et finalement ça devient officiel. Deviennent vrais en fait. Et on est obligé plus ou moins d'accepter telles qu'elles sont et c'est ce qui s'est produit avec le cas Gasset et nous sommes à Gasset. Ça va bien se passer. Du coup, votre avis sur cet accord Hervé Renard, la FIFA, qu'est-ce qu'il y a, selon vous comme ça, quelle est l'hypothèse? Encore une fois, de la part de la FIFA, c'est de la nation. Tu trouves que c'est décevant d'aller chercher Hervé Renard? Non, c'était plutôt une bonne stratégie. Parce que Hervé Renard, on le connaît tous pour sa capacité de pouvoir monter une équipe. Il connaît. Exactement. Il sait manier l'homme. C'est quelqu'un de l'assembleur, c'est quelqu'un qui peut donner du courage à quelqu'un qui ne peut rien faire normalement. Mais le fait de l'appeler en pleine compétition, sachant qu'il est sélectionné d'une équipe féminine en France, de la France, on ne peut pas faire des prêts d'entraîneur. C'est pas sérieux pour la Côte d'Ivoire. C'est pas sérieux pour la Côte d'Ivoire. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, on n'a pas. Non, à ce niveau-là, ça a été. La FIFA. C'est pas bien, ça passe pas. Ça passe pas. Rapidement votre nom s'il vous plaît. Oui. Rapidement votre nom s'il vous plaît. Kimia. Madame Kimia, je pense que ce qui serait plus intéressant que du Hervé Renard, meilleur choix selon ce que mon collègue le dit, ça aurait été d'écouter les Ivoiriens. Bien sûr. D'écouter les Ivoiriens. Le peuple n'est pas assez. Le peuple n'est pas assez d'accord également dans la question du choix. Tout à fait. Il y a des joueurs locaux qui excellent aujourd'hui dans le milieu de l'entraînement ailleurs. On a Kolo Touré, on a Yaya Touré qui ne demande qu'à être appelé pour venir mettre au service de la nation ce qu'ils ont appris. Mais on assiste à chaque fois que, chaque fois qu'il y a quelque chose, on préfère valoriser ceux qui viennent de l'extérieur. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux que les Ivoiriens, qui est Hervé Renard, qui a seulement joué une canne avec nous, c'est également ces joueurs-là même qui ont eux-mêmes joué à l'international. Ils ont connu ces réalités-là. Ils savent ce qui s'est passé, ils savent d'où ils sont partis. Avant qu'il y avait des gens également qui avaient mis là-bas. Donc il fallait à eux de venir assumer l'intérim. Ils ont connu également des hauts et des bas. Autant de Kolo Touré exactement. Il y avait également cette même division que mon ami décrit tant. Il y avait cette division. D'autres disaient que dans les rumeurs, bien évidemment, il y avait un plan Yaya Touré, il y avait un plan Drogba. Cette division ont toujours existé. Et ça n'a pour autant rien gâté. Donc parler de choisir un entraîneur sur la base du fait qu'il réunit des gens, je pense que ce n'est pas le critère déterminant. C'est pas le critère déterminant. Vous, M. Kofi, vous faites sa promotion du local. Tout à fait. Voilà. On a tout ici. Pourquoi aller chercher dehors? Pourquoi dépenser des centaines de milliers, sinon des milliards, à envoyer des entraîneurs dans la poche du contribuable, alors que des personnes volontairement veulent apporter leur grain de sel? Je me pose beaucoup de questions. Je pense qu'à ce niveau-là, la FIFA devrait plus ou moins, s'il le faut, créer une boîte à suggestions pour recueillir plus ou moins les avis de la population qui souvent sont bien évidemment dans le bon sens du terme. Monsieur Kouya? Promotion du local, oui, mais bon, comme je le dis, le plus important c'est de faire du roster. Si on peut avoir du roster avec quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est le plus important. Mais aussi, ce qu'il dit, ce n'est pas véritablement faux. Parce que, en tant qu'un sélectionneur local, lorsque l'équipe paie, non seulement tu as mal du fait que c'est ton équipe, mais tu as aussi mal parce que c'est ton pays. En tant qu'un patriote, tu ressens ce besoin-là de pouvoir gagner. Mais ce que je veux souligner, c'est que, local ou pas, on doit choisir quelqu'un qui a la qualité, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui peut emmener cette équipe-là vraiment très loin. Ah bon. Maman, excusez-moi, permettez-moi de vous poser une question. Depuis que la Côte d'Ivoire, il y a combien d'entraîneurs qui sont succédés?
Qui sont quoi? Il y a combien d'entraîneurs qui sont suicidés? Plusieurs, on peut pas. Ok. On Bon, a je eu suis énormément quelques-uns. On a eu Samuel Amouchi. Oui. On a eu Boumel. Oui. On a eu Renard. On a eu Zawi. On a tellement d'entraîneurs qui ont vu la Côte d'Ivoire. Le seul problème des entraîneurs, comme je le dis si bien, c'est le fait de vouloir changer à chaque fois. En fait, dès qu'un petit problème se pose, on dit il faut le changer. On ne corrige pas la faute. On dit il faut le changer. On ne corrige pas la faute. Pourtant, il y avait des entraîneurs qui étaient quand même bons. Il y avait des entraîneurs qui étaient quand même bons, qui avaient tout à apporter au pays, mais qui au jour d'aujourd'hui sont en train de donner leurs avantages ailleurs. Donc le problème, ce n'est pas véritablement le fait de changer, c'est un changement, en cherchant toujours. Mais il y a l'expérience, il y a les résultats et tout. Quand on s'est retrouvé avec Gassé, parce que je me rappelle textuellement des mots du président de la FIFA qui est défendu par le journaliste. Donc je ne vais pas citer de nom, même si ça me gratte un peu. Non, on va pas éviter. Même si ça me gratte un peu. Que ce Gassé avait toutes les compétences requises pour permettre à la Côte d'Ivoire de gagner. Pourtant, on a avec le Sénégal, on a avec le Cameroun, leurs entraîneurs ne sont pas les entraîneurs qui ont changé la métropole, ce sont les entraîneurs locaux qui ont plus ou moins reconduit. Au jour d'aujourd'hui, le Sénégal fait ce qu'il fait, on est tous contents de les voir. Pourtant, leur entraîneur a bien duré avant de changer, parce qu'il était local, ils l'ont laissé faire ce qu'il fallait, il avait l'amour de sa famille. Non, mais comme je l'ai dit, je priorise plutôt la qualité. Oui. Comme je donc lui, il est pas en local ou non, toi tu es sur le résultat. Tous les entraîneurs qui ont fait les beaux jeux de la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas forcément ivoiriens. Hervé Renard en 2015 n'était pas ivoirien. Je pense que la génération dorée, il n'y avait pas d'entraîneur qui était ivoirien à part en 2012. Et même François Xavier, c'est vrai qu'il a accompli des prouesses avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'il est quitté là, on ne sait pas pourquoi il est parti. Lorsqu'il est quitté, avec les sélections qu'il a eues, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait si on l'avait laissé avec la sélection ivoirienne? Moi, il défendait la couleur de son pays. Oui, je rappelle. Je suis d'accord avec toi, mais avec son pays, c'est déjà passé au fait. Avec son pays, voici ce qu'il a accompli. Oui. Tout est sur la table, les faits sont là. Oui. Avec son pays, son propre pays, c'est-à-dire le pays qu'il a vu naître, dont il dispose du droit du sol, du droit du sein, etc. Il a accompli, nous envoyer une finale sans encaisser un seul but. Il a réussi à le faire. Qu'est-ce qui nous a poussé à ne pas le reconduire? Je me dis que c'est ce que les gens disent. On ne sait pas ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Moi, je sais. Les gens le disent partout, ça c'est partout, on sait ce qui s'est passé. Ok. Non, c'est que moi, on sait ce qui s'est passé. C'est que moi, je pense qu'il faut un entraîneur de qualité qui va faire un travail sur. Peu importe d'où il vient. Peu importe d'où il vient. D'accord. Parce que nous sommes dans un monde qui évolue, on ne va pas faire du tribalisme et demander à ce qu'un entraîneur soit forcément local. Si il est local, tant mieux. Mais s'il vient de l'extérieur qui fait nous. Il fait notre affaire. Je suis partant. Si on appelle aujourd'hui Pep Guardiola, est-ce que tu vas dire parce qu'il n'est pas local, tu ne vas pas l'accepter? Ok. Alors moi je priorise le logo et je demande à ce que si l'Afrique nous autorise, de faire plus ou moins un sondage pour écouter les Ivoiriens. Parce que mine de rien, l'argent qui sert à payer ces entreprises, je me dis que Pep Guardiola ne va pas venir entraîner la Côte d'Ivoire à 10 millions. Pourquoi pas? Il ne va pas venir entraîner la Côte d'Ivoire à 10 millions. Il ne va pas venir entraîner la Côte d'Ivoire, contrairement à ce qu'il gagne extérieurement. Oui. Alors que et c'est ça le problème, on préfère maximiser le montant ou plutôt les salaires des entraîneurs extérieurs, alors que le on s'est dit que comme ils viennent de chez nous, ils viennent à la maison, ils connaissent les réalités, on va lui donner 10 000, on va lui donner 20 000. C'est qualité-prix. Donc toi, t'aimerais qu'en fait, le niveau de la FIFA est plus haut, qu'on puisse au moins avoir l'avis des Ivoiriens dans sa généralité, un sondage. Et là maintenant, parce que quand même, les joueurs, monsieur, il faut le dire, sont payés avec l'argent du contribuable. Tout à fait. L'argent de l'État. On peut faire des sondages, il n'y a pas de souci. On peut écouter aussi l'avis des Ivoiriens. En fait, ce sont des avis, ce sont des recommandations. On n'a pas dit que vous êtes tenu de choisir ce qu'on a dit. On y met des avis. Et en tant que bon leader, en tant que président de la Fédération ivoirienne de football, on ne parle pas de la Fédération internationale, on parle de la Fédération ivoirienne de football. On connaît le tempérament des Ivoiriens. On sait comment les Ivoiriens réagissent. On sait que nous, là, quand ça ne va pas, là, avant que ça descende en diable, on regarde déjà tout là. Donc quand tu écoutes, et puis tu as fini de choisir, bon, sur la base des sondages, je priorise que, je conseille qu'on prenne ne serait-ce que peut-être un pourcentage de, je ne sais pas, comme des membres du jury. On dit bon, le vote des Ivoiriens peut-être pour 20%, et puis l'analyse des experts, comme voilà, un vote plus ou moins pour un sondage, pour voir lequel entraîneur faut choisir. Ils peuvent faire leur choix et peuvent venir exposer. Parce que mine de rien, à cause de cette sélection ivoirienne, à cause de cette sélection ivoirienne, on se retrouve à devenir tous entraîneurs. Tout le monde est devenu entraîneur au pays. Tout le monde cherche
C'est nous-mêmes qui établissons les classements. Vous savez que nous sommes dans l'administration et je pense que le choix d'Hervé Renard, aucun Ivoirien n'allait répondre cela. N'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord. Ah, on n'est pas tous d'accord. On n'est pas tous d'accord. Ok. Et je pense que la majorité des Ivoiriens auraient été d'accord. Je dis même que c'est une injure à l'endroit de celui qui a été nommé intérimaire. Parce que, mais quand on dit le contrat qu'elle est lié, le contrat qu'elle est lié, le contrat qu'elle est lié à la Côte d'Ivoire, selon les mêmes bruits de couloir, était un contrat qu'elle avait perdu pendant la CAN. C'était un contrat donc Hervé Renard n'avait pas laissé la fédération féminine de football française de football là-bas, non. Il venait juste pour la CAN. Bon, à quoi ça aurait servi de dire à Emercé Faye, est-ce que c'est comme ça qu'on prononce son nom là? Bon, à quoi ça aura servi? Non, à quoi ça aura servi de dire que Tchalogo sélectionneur par intérim de la Côte d'Ivoire et le lendemain, en quelques heures, bon, on a bien réfléchi, hein. Ça prouve que quelque part aussi vous ne lui faites pas confiance. C'est vrai, on connaît aussi le Parlement ivoirien. On a vu plus ou moins ce à quoi on doit s'attendre. On sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il apporte, on sait ce qu'il a déjà fait, on sait qu'il n'a pas tout gagné dans sa vie. Mais vous lui offrez cette chance. Alors que les Ivoiriens eux-mêmes avaient fait des suggestions. Vous avez dit qu'il y a Faye qui est là. Ok, c'est un Ivoirien, on espère, on se donne les moyens. Et quelques heures après, on apprend dans les coulisses qu'on est en train de chercher en réalité à avoir Renard. Donc c'est en attendant. Mais si moi ici en attendant, moi ça va me faire très mal. De toute façon, la FIFA a bien précisé que c'est de façon intérimaire. Du coup, je pense que déjà, si on connaît la définition de ce mot, si on connaît la définition de ce mot, donc son intérim là, ce que je comprends bien, son intérim là, c'était juste le temps de savoir. Que ça dure quelques secondes ou pas, c'est de l'intérim. Ah, donc c'était juste la qualification des huitièmes de finale. Qualification d'ailleurs même qui n'a. Non, c'était juste pour attendre. Elle est sélectionnée plutôt. Et ça n'était pas de la Côte d'Ivoire, il faut noter ça. Et ça n'était pas ça, c'est son rôle. Où il n'est pas à l'intérim. Du coup, si en tant que sélectionneur du 2023, on te place là pour quelques secondes, mais si c'est pour quelques secondes, on dit de façon intérimaire. Moi, s'il avait été nommé de façon définitive, on pouvait juger que c'est du. Prenons le cas dans lequel la Côte d'Ivoire n'était pas qualifiée en huitième de finale. Oui. On l'avait nommé par intérim, suite à ce que Gasset ait démissionné, n'est-ce pas? Bon, la Côte d'Ivoire n'était pas qualifiée. On allait chercher un Renard, on allait demander un prêt. Bon, non, on prend crédit partout, quoi. On allait demander un prêt à la Fédération française féminine de football pour dire non, envoyez-nous Hervé Renard alors qu'on n'était pas qualifié. Je pense que ça n'a pas de logique vraiment. Ça n'a pas de logique parce qu'on parle là de quelque chose. Hervé Renard pouvait bien venir apporter son aide. Pour toi, c'était un élément phare et pouvait nous apporter quelque chose à cette. Il pouvait nous aider. Chacun a son avis. Pour toi, non, c'était pas nécessaire. Local. On pouvait continuer au local. On pouvait même faire appel aux états locaux. Vous savez, les mêmes Ivoiriens qui parlent aujourd'hui de local, lorsque ce local-là va échouer, on va l'insulter. On va l'insulter en tant que bon Ivoirien. Lui-même, les Ivoiriens, c'est que s'il a reconnu là, on va lui rappeler ça. Et c'est eux-mêmes qui nous ont mis dans cette posture là. C'est eux qui ont créé toutes ces conditions. Avant, on parlait, mais on ne se mêlait pas. Aujourd'hui, ça va que les Ivoiriens eux-mêmes, en eux-mêmes là, ils établissent le plan de jeu et ils publient sur les réseaux. Ah, mon frère, voici le plan qu'on te conseille. Je pense que dans tous les pays, dans toutes les équipes, que ce soit l'équipe nationale, que ce soit. Comme je ne suis pas dans tous les pays, ça se passe comme cela. Moi, sans y aller, l'internet nous y emmène. Du coup, si on parcourt les pages de ces fédérations-là, on voit. Et donc, franchement, que ce soit local ou pas, on a besoin de la qualité juste. La qualité doit primer avant tout. Exactement. Je voulais en même temps, messieurs, rebondir sur cette petite polémique qui dure depuis le début de la CAN, la billetterie. Ce problème qui ne finit pas. Chaque match, il y a des problématiques sur la billetterie. Qui achète les billets? Mais qu'est-ce qui se passe avec la billetterie? Déjà, moi, dans ma logique, je ne peux pas concevoir qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, un événement aussi important, qui reçoit des pays importants, qu'on n'ait pas en fait un guichetier, une billetterie dans l'enceinte de chaque stade. Pour moi, c'est juste inimaginable. Non, parce que déjà, déjà, il faut savoir quelque chose. Cette année, pour cette édition, la CAF, la billetterie, il faut noter que c'est la CAF qui s'occupe de cela. Mais la CAF aurait pu penser quand même à mettre une billetterie. On peut être dans une bousculade. Mais la billetterie existe déjà.
En fait, physique, moi je parle de billetterie physique où tu as la possibilité, même en quitte à payer des frais en plus, de pouvoir acheter ton billet sur place. Il y a de la billetterie physique. J'explique. Cette année, la CAF au stade, hein, je peux parler. Non, mais au stade, on ne peut pas faire de la billetterie au stade. Pourquoi pas? Ça existe un peu partout dans le monde. En France. De la billetterie au stade? Bien sûr, au stade. Le Parc des Princes, il y a la billetterie au stade. D'accord. Déjà la CAF a voulu essayer quelque chose cette année, c'est-à-dire la billetterie en ligne. Et il faut noter qu'en ligne, c'est seulement 15% des tickets qui sont mis en ligne. Ok. Et après, donc déjà, il y a une rétention de tickets. Non, les 15%, c'est pour pouvoir acheter en ligne. Et les 75 autres %, c'est de façon. Les 85 plutôt. 85 autres %, c'est de façon physique. C'est-à-dire dans les postes. Donc, il y a de la billetterie de façon physique, mais pas devant les stades. Pas devant les stades. Donc, il n'y a pas de billetterie. Il n'y a pas de billetterie au sein d'un stade. Voilà, mais il faut se rendre à un lieu précis, acheter son billet et se rendre au stade lors de l'événement. Oui. Vous savez, les Ivoiriens, il arrive que certaines personnes confisquent ces tickets-là afin de les revendre plus cher. D'accord. Donc il y a un business qui se fait aussi tapis dans l'ombre. Mais sauf erreur de ma part, la CAF avait indiqué que c'est maximum 2 à 5 billets par personne. Mais bon, qui reçoit les tickets? Ce sont les mêmes personnes qui reçoivent les tickets qui doivent donner, qui font cette corruption-là. Et donc, je pense que comme le Premier ministre l'a dit, ils sont en train de prendre des mesures afin de pouvoir. Exactement. Si vous avez bien remarqué, le problème est en train d'être résolu. Ce n'est plus comme. Bon, là, on a vu quelques photos quand même à Yamoussoukro. Le match à venir, Côte d'Ivoire-Sénégal, il y a toujours cette même problématique de billetterie. Les gens ont déjà commencé à acheter les billets. Oui, mais il y a un problème en fait. Les gens ne trouvent pas les billets. Il y a des plaintes, il y a des réclamations sur les réseaux sociaux. En fait, quand il faut dire les choses, il faut les dire. Il faut les dire, il faut être transparent. Moi, je suis pour la transparence. En fait, je me dis que le problème là vient de là-haut. Il faut reconnaître ces failles organisationnelles, que ce soit de la CAF, que ce soit la FIFA, peu importe, je suis d'accord. Il faut reconnaître les failles organisationnelles. Il faut reconnaître que si cette question de billet, il y a eu beaucoup de laisser-aller. Et ça ne date pas de maintenant. Ça date même des premiers matchs des éléphants ici même pour préparer la CAF. Il y avait ce problème-là qu'on rencontrait déjà. On savait qu'il y a des personnes qui achetaient des tickets en masse et qui allaient les vendre. Attention, qui les revendent 2 fois, 3 fois plus cher. Ils savent que ça se passe. Et j'étais content de voir que dans les différents stades, il y avait une sécurisation qui était mise en place. Donc la sécurité a plus ou moins mis en œuvre des moyens afin d'empêcher ces personnes-là de vendre. On les saisissait, on arrachait tous les billets qu'ils avaient dans leurs mains et tout. Très bien. Voilà, donc ça déjà c'était vraiment. C'est une très bonne chose, le gouvernement qu'on remercie. Mais là encore, il y a encore toujours ces mêmes problèmes. C'est que ça vient de là-haut. Et on a eu des explications qu'ils nous ont données. Les explications étaient lesquelles ils ont dit que les entreprises, les responsables d'entreprises, ils sont partenaires et tout, pouvaient acheter un nombre conséquent de billets et que ces billets-là, ils allaient les distribuer à leurs employés, que c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des stades vides et tout. Mais vous allez dans une politique qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on change. On ne va pas rester là toujours les mêmes erreurs. On revoit le fonctionnement. Toujours les mêmes choses. On ne va pas rester toujours en train de traîner sur les mêmes questions. Pourtant, cette question était posée. Et au bout d'aujourd'hui, vous allez demander, on dit qu'il n'y a plus de billets pour le match de la Sénégal. Alors qu'on était fâchés, on a dit qu'on les supportait, mais il n'y a plus de billets. Alors qu'on va retourner encore dans les stades, on se rendra compte que le stade sera peut-être à moitié vide. Voilà, parce que d'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent un petit peu, des photos qui circulent un petit peu. Déjà, au niveau des billets ou des personnes. Qu'est-ce qu'ils proposent de façon concrète? Oui. Eh bien, c'est une question d'organisation. Si tu veux une proposition de façon concrète, je pense que le COCAT a quand même appelé. Exactement. Non, tu peux proposer maintenant, comme tu l'as dit, on doit écouter les Ivoiriens. Il y a des personnes, du coup, on peut écouter maintenant, ils vont nous il y a des personnes qui sont payées pour réfléchir à cela. Exactement. Il y a des personnes qui sont payées pour cela. Donc, je pense que de façon pragmatique, on n'a pas de critiques, on n'a pas de solutions. Nous sommes tous des Ivoiriens. La CAN est de l'organisation nous concerne tous. C'est chez nous, c'est pour nous. Exactement. La CAN, c'est chez nous, comme on le dit. Et du coup, lorsque on voit un problème, automatiquement, il faut donner une solution. Songer à la solution. Il faut songer à une solution. Je pense qu'actuellement, comme je l'ai dit, monsieur le ministre a vu le problème et il est en train de travailler pour résoudre ce problème-là. Et comme je l'ai dit, il a vu le problème depuis quand? Il a vu le problème, il est en train de résoudre. Comme je l'ai dit, depuis le début,
Et là, il a dit qu'il là, il pose une question. Depuis quand c'était revu? Parce que là, actuellement, il y a toujours le même. Après, il a dit que sur le délai de 48 heures, après les 48 heures. Ah, bah là, ça fait plus là. Après les 48 heures. Après les 48 heures, à 30 minutes du match, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, le stade était quasiment vide. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas demandé si c'est parce que les Ivoiriens n'ont pas acheté les billets? Les Ivoiriens ont acheté tous les billets. Parce que partout on passe, on dit qu'il n'y a plus de billets. Bon, les billets sont partis. Les gens vont faire la queue, aller pour mon Cosmos, un peu partout. Mais je ils pense vont que, la poste, comme je l'ai dit, d'attente, et on leur dit une heure plus tard qu'il n'y a plus de, il y a plus de tickets. Il y a une faille au niveau de Oui, l'organisation. ça c'est sûr. Et ça vient sur. Mais moi, je ne veux pas trop me prononcer dessus. Pourquoi? Parce que je ne sais pas le problème exact, c'est quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de billets. Non, c'est pas le Mais problème. je vais dire pourquoi il n'y a pas de billets, on ne sait pas réellement. Puisque donc, ils ont fait, si je comprends bien, ils ont fait 10 000 billets. Oui. Au cas où, comme on n'est pas sûr qu'ils aient vraiment payé les billets, donc on a fait 10 000. Maintenant, s'ils ont payé un peu, on s'en tire 5 000 billets encore même de ça. Tu veux dire, on ne sait pas, ou bien il n'y a pas de billets, nous tous on sait. Mais pourquoi il n'y a pas de billets? Est-ce que pourquoi il n'y a pas de billets? C'est la question. Pourquoi il n'y a pas de billets alors que tous les billets sont mis en vente? C'est là la question qu'on doit poser. On parle de guichet fermé. Lorsqu'on va. On parle du solde out. Lorsqu'on va sur le site de la CAF, oui. On dit qu'il n'y a pas de billets disponibles. C'est ça. Et lorsque vous allez plutôt, vous avez des billets qui sont là. C'est-à-dire, si un match est programmé et que vous allez plus vite, vous avez des billets qui sont vendus 3 fois plus cher. On ne vend pas les billets. C'est cette confusion-là. On ne vend pas les billets. C'est où on a attrapé ces personnes avec ces lots de billets là? C'était quoi? Je vous parle du site internet de la CAF. Ah, du site internet. Sur le site internet, vous pouvez acheter vos billets. Et du coup, les Ivoiriens achètent les billets. Les Ivoiriens achètent les billets. Les 15%, hein? Les 15% d'Ivoiriens. Les Ivoiriens. Je prends un exemple. Non, mais tu as donné tout à l'heure un pourcentage. Tu as dit qu'il y a 15%. Tu as dit qu'il y a 15%. Je donne un exemple sur les sites. On va laisser un peu. Je donne un exemple sur les sites. Voilà. Pour les systèmes de piraterie, une personne qui va écrire plusieurs comptes, c'est-à-dire avec le nom de ses neveux, le nom de ses oncles et tout, et il achète tous les billets. Puisque sur les sites, tu peux acheter 2 billets, je crois. Et lui seul, il prend 30 comptes, il achète beaucoup de billets. Il est plus rapide que les autres, il achète les billets. En ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette personne? Je peux. Oui. Comment on arrive au point qu'on n'est pas des ingénieurs qui peuvent arriver à déceler certaines failles d'un site? Voilà, il y a des pirateries dont on peut créer plusieurs comptes, mais il y a des éléments également qui permettent de vérifier l'authenticité des choses. Il ne faut pas prendre les trucs de son niveau, de son cousin, parce qu'on demande même à Cosmos, même quand on veut acheter les billets physiques, maintenant on demande la pièce d'identité pour vérification. Donc, s'il y a un problème de piraterie, ils ont demandé cela à partir de quelque part, il y a une incompétence. Ils ont demandé cela à partir de quand? Depuis le match précédent. Depuis le match précédent, ça a dépassé même les 48 heures. Cela montre qu'ils sont en train de prendre des résolutions pour pouvoir résoudre. Et les billets sont finis. Cela montre qu'ils sont en train de prendre des résolutions pour résoudre. On espère que parce que faut noter que après la CAF, c'est une nouvelle expérience. C'est un nouveau système qui a été mis en place. C'est maintenant que la CAF met des billets en vente. C'est un nouveau système qui a été mis en place. Un nouveau système de vente de billets. Que ce soit en ligne, que ce soit de façon physique. Et lorsqu'on met toute chose qui est nouvelle, à des failles. Et c'est en fonction de ces failles-là on prend des résolutions. Lorsque tu parles du fait que maintenant pour acheter des billets, il faut présenter sa carte d'identité. C'est une résolution qu'on a prise au vu des problèmes que nous avons rencontrés. Et donc, je pense que si monsieur le ministre a dit que les résolutions sont en train d'être prises afin de pouvoir permettre à tout et chacun de pouvoir mieux acheter les billets, et ces résolutions sont en train d'être prises. C'est que moi, ils ont fait plusieurs billets. Les résolutions sont en train d'être prises. Moi, ce que je dis, c'est que là, on se retrouve face à une seconde problématique. Encore un problème de billets pour le match Côte d'Ivoire-Sénégal. Oui. Concrètement, je pense qu'il y a vraiment un travail de fond qu'il faut faire. Il faut qu'on se le dise dans toute transparence. Parce qu'à chaque fois vouloir faire quelques petites modifications, quelques jours plus tard, on se retrouve avec les mêmes problématiques. À un moment donné, ça devient usant pour les personnes qui vont ça devient usant pour les personnes qui font 2 heures, 3 heures de file d'attente. Et que par la suite, on leur dit qu'il n'y a plus de billets. C'est énervant, ça crée des tensions, ça crée des colères et on ne s'en sort plus en fait. C'est là que, ici, parce que si à chaque fois durant toute la canne, on doit se permettre à chaque fois
de se retrouver dans des polémiques pareilles pour modifier les choses, moi je dis non. On espère tout. Mais moi je peux faire le rang avec ma maman, avec mon frère, avec ma petite soeur, on est dans le même rang, et puis chacun paye des cas au sol, c'est moi qui ai donné l'argent. C'est pas maintenant, il y a le fait de présenter sa carte. Ils n'ont pas de pièce d'identité, maman n'a pas de pièce d'identité. Ta petite soeur n'a pas de pièce d'identité. Ça dépend de l'âge aussi. Mais là, comment on peut les arrêter? En toute franchise. Comment on peut tester le piratage ou le sabotage? En toute franchise. Avec l'idée que tu viens de présenter. La vérification. Ils étaient partis du bon pied à travers la question de la sécurisation. Il y a des personnes qui ont attrapé en position des biens. C'est ces personnes-là qu'il fallait réprimer aux yeux de tous pour que ça puisse servir des gens. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Volontairement, quelqu'un ne peut pas être méchant à un tel point de prendre des billets. Et surtout que devant l'instant, il y a bien souvent du. Mais est-ce que ces personnes n'ont pas été punies? Et quand on se retrouve à la situation où le stade est quasiment vide alors qu'il y a du monde dehors qui n'a pas de billets, qu'est-ce qu'on fait à la santé? Moi, je sais. C'est important de mettre en place une billetterie sur place pour que ceux qui sont là. Si les billets sont déjà achetés, si la CAF produit 60 000 billets pour équiper et que les 60 000 billets ont été achetés par les pirates, alors qu'ils mettent 30 000 billets en ligne et sur qu'ils mettent 30 000 billets du moins en vente au dehors et les 30 autres billets, il y a 60 000 places. Oui. Et les 30 000 billets, on peut les vendre sur place et c'est dans les billetteries, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a les gens là qui prennent nos billets, qui rentrent dans le stade. Voilà. Là au moins ça décide que même s'ils ont pris au moins 30 000 tu perds une espèce de personne bancaire, ton billet t'est remis. Ça c'est une solution si l'Aminata 24 est bien suivie, donc on peut proposer ça maintenant et l'État va nous écouter. Begré Mambé, voilà, que le Premier ministre, afin de faire en sorte qu'il y ait une possibilité à l'intérieur des stades, parce qu'il nous reste environ 2 semaines et 2 cas, afin de faire en sorte que justement, lors des prochains matchs à venir, qu'on puisse mettre à titre exceptionnel une billetterie pour vendre en fait des billets sur place, peu importe les dates. Ça nous permettra d'engorger le stade, donc éviter un petit peu les trous qui se trouvent dans les stades où on voit un stade qu'on peut interpréter comme étant vide. Et puis ça faciliterait beaucoup, si vous êtes d'accord avec moi messieurs, ça faciliterait beaucoup en fait la tâche des Ivoiriens tout simplement. Voilà, je pense que la COCAN doit réfléchir à ça. Le Premier ministre, M. Begré doit réfléchir à ça et ça faciliterait parce que là c'est vraiment pénible là, c'est Visiter la faute. À chaque fois, oui, et en fait on est toujours obligé d'attendre malheureusement. C'est la FIFA, voilà, chacun se renvoie la balle. Et pendant ce temps-là, les supporters des équipes qui ont fait des kilomètres pour venir regarder leur équipe se retrouvent en fait entre ces entités-là qui se balancent la balle. C'est lourd en fait d'acheter un billet. Même la question de la BTL, c'est pas maintenant que ça a commencé. Peut-être pour la 4, mais si des petits concerts qui réunissent 4 000 personnes, 5 000 personnes arrivent à. Il y a des concerts au jour d'aujourd'hui. Je prends l'exemple de Fali Poupa. Il y a des concerts ici en Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui. Tous les billets sont libres. Il n'y a pas de billets. Et puis il n'y a pas eu de soucis. Ils viennent, ils ont leur nombre de places, chacun a pris son billet. En présent son smartphone avec le QR code, en tout simplement. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau en fait. Donc si pour des concerts on arrive à déployer ces éléments-là pour réussir ces challenges-là, c'est pas pour une grande compétition, mais aussi la CAF qu'on n'aura pas ces personnes-là. Pour la question des ventes des billets physiques, la CAF n'est pas à sa première canne. On espère que justement la COCAN, le Premier ministre, prendra en compte ces informations afin de faciliter l'achat de billets pour la population et des pays justement que nous, en tant que cadre de l'hospitalité, recevons parce que c'est juste pénible. Mais si on va avancer un petit peu, du coup, concernant le match à venir, Côte d'Ivoire-Sénégal, comment est-ce que vous abordez le match? Vous le sentez comment? Qui doit être mis où? Quel attaquant? Quelle défense? Qui vous voyez en joueur phare dans cette équipe? Alors déjà, je pense qu'avec la nouvelle équipe, le trio d'entraîneurs qui a été choisi par la fin, on espère avec Aimé Faye et l'autre qui était un consultant, il faut noter, Guy Demen, qui était un consultant sur une autre chaîne et qui, à la surprise générale, a été choisi. Je ne sais pas si ils doivent faire de l'analyse auprès des joueurs. Mais bon, on espère que là, le travail qui doit être fait, c'est plutôt de galvaniser les joueurs. Parce que c'est pas. M. Gassé a fait un an de travail et ça n'a pas marché. Donc, c'est pas en 2-3 jours que ce trio-là va réussir à mettre quelque chose de solide en place. Et du coup, ce qui serait idéal ici pour ces 3 personnes-là, c'est de pouvoir donner du courage, de relever le moral à ces joueurs qui ont vécu une migration dans leur propre stade
Et donc là, je pense que les joueurs eux-mêmes, franchement, on n'a pas besoin de leur dire même sans formation, si on vous met sur le terrain, vous devez vous battre. Vous devez vous battre parce que vous êtes dans votre pays, vous êtes à votre calme. Même sans consigne, ce sont des professionnels, c'est pas maintenant, ils jouent depuis les centres de formation, depuis l'âge de 12 ans, 13 ans, ils jouent au football. Et donc, même sans vraie consigne, ces joueurs-là peuvent se battre. Et actuellement, pour répondre à votre question, pour revenir sur l'équipe que moi je vois. L'équipe type que vous voyez déjà dans les buts, il y a un gardien titulaire qui est là, Fofana. D'accord. Moi, Gislain Conan, Diomandé, Ndika et puis Sengo, puis son frère. Serge Aurier, les deux, franchement. On ne sait pas qui mettre, mais je parle plutôt. Donc Serge Aurier et qui d'autre, vous n'êtes pas trop. Et Sengo, bon, franchement, ces deux-là. Mais bon, on va dire Sengo, je parle plutôt pour Sengo. Et je préfère une formation à 1-4-4-2. Dans le milieu, je vois Seko Fofana, accompagné de Sangaré. Et sur les ailes, je vois Nicolas Pépé et puis l'autre, Diakité Ouma. En attaque, je vois Christian Kwame accompagné de Sébastien Haller. Parce qu'il faut noter. Haller, est-ce qu'il est revenu de sa blessure? Oui, ça c'est quelle question? Question pas. Non, mais parce que Haller, j'ai pas vu. Au cas où il n'est pas encore revenu, je vois un Jean-Philippe Crasso accompagné de Christian Kwame. J'aimerais revenir un peu sur Christian Kwame. Il faut noter que le match contre la Guinée équatoriale, Christian Kwame a fait un bon match. C'est vrai que devant les buts, c'est pas automatique. Il n'y a pas de finition. On voit qu'il se bat, lui et Diakité Ouma, on voit que ce sont des personnes qui ont l'envie de gagner. Et sur presque toutes les bonnes actions, Christian Kwame a été décisif. On voit notamment sur l'action de Nicolas Pépé, où il devait tomber, mais je ne sais pas ce qu'il a voulu montrer. Christian Kwame était là. Diakité Ouma aussi a été sur tous les bons plans du jeu. Et l'autre aussi, Nicolas Pépé. Contre la Guinée équatoriale, malgré l'humiliation, quand même, les éléphants ont bien joué à la première période. Et l'autre fait qui m'a marqué dans ce match, c'est que je n'ai pas compris la tactique de l'entraîneur lorsque vous êtes mené 2-0 et que vous savez qu'il y a une troisième place à jouer. Le fait de sortir tous les défenseurs pour faire entrer des attaquants. Je pense que pour toi, c'est une faute, ça. Hein. Enfin, c'est une erreur. Non, en tant qu'entraîneur expérimenté. Pourquoi cet entraîneur a été attendu? Je me demande à chaque fois. Expérimenté, qui sur une liste de combien de personnes normalement, là, répondre à tous les critères. Exact. Selon les critères. Selon la fiche. Franchement, là, je pense que maintenant il faut jouer avec l'expérience, il faut jouer de façon prudente. Parce qu'on joue contre le Sénégal qui est la meilleure attaque, la meilleure équipe de cette 34e édition. Et donc, il faut y faire attention. Alors, pour ma part, je dirais que tout simplement, au jour d'aujourd'hui, excusez-moi pour cela, actuellement, on a constaté bien évidemment qu'une fois que le nouvel entraîneur a pris les rênes, il a plus ou moins pris des initiatives. Il a pris des initiatives de destination à sa vie. Il a permis aux joueurs d'aller voir les différentes familles. Déjà, en termes de morale, ça passe. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de voir son frère ou sa soeur en train d'être descendu sur les réseaux. Hein. Tu lis les commentaires, lui il est voyant, il est lourd sur le terrain, il est ceci, il est cela. C'est vrai, c'est la réalité, mais ça fait un peu moral. Psychologiquement, il peut être touché. Et maintenant qu'on s'est qualifié, ils leur ont permis de retourner vers leur famille, d'aller prendre un peu d'affection. C'est l'occasion de demander quand même à la population d'être un peu indulgent. Avec plus de tolérance auprès de nos footballeurs. C'est ça. Mais ce qu'il leur faut actuellement, c'est d'apprendre les paroles de l'hymne national. Il faut les prendre individuellement et puis eux commencent à chanter. Chacun va chanter l'hymne national. C'est-à-dire qu'on va finir cette séance d'apprentissage des paroles de l'hymne national. Et chacun va comprendre ce pourquoi il porte ce t-shirt orange, ce t-shirt tombé, ce maillot vert. Je pense qu'on aura réglé la question. Est-ce que vous avez vu plus ou moins la prestation? Tu ne les sens pas assez patriotes? En fait, on a l'impression qu'on joue pour jouer en fait. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde dit que non, c'est un problème spirituel, qu'il y a quelqu'un qui a volé les buts là-bas, il y a ceci, il y a cela. Pourtant, on ne sentait pas réellement. Et quand on ne vous sent pas, vous savez qu'il ne va rien à il ne sait pas garder les choses dans votre cœur.
il va payer maillot 60 000, il va se décacasser pour venir crier au stade, et puis finalement, c'est pas le résultat auquel il s'attend. Vraiment, ça touche quelque part. Il a parlé de Christian Kwame, il a parlé de Nicolas Pepe, je me dis qu'il ne faudrait pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà, on a vu un match où il a plongé tout le monde sur la droite. Et parce que, en fait, on avait l'impression que l'entraîneur ne connaissait pas ses propres joueurs. Des joueurs qui ont pratiquement les mêmes profils. Alors que tu as déplacé les gens tels que Lazare Amani, Odilon Kosomu qui fait un très bon jeu, actuellement qui est conseillé par tout le monde, est sur le banc. Et Gradel, même ça, à quelques minutes de la fin du jeu, quand on le met. Bon, pourquoi avoir appelé toutes ces personnes-là? Thierry Jean-Michel, des gens qu'on a joué différents en fait. Voilà, il faudrait que l'entraîneur puisse connaître d'abord même ses propres joueurs. On a l'impression qu'ils ont tous le même profil, ils jouent tous de la même manière. C'est normal que chacun mélange tout, puisqu'on a tous le même côté, on joue tous le même jeu. L'autre côté là, qui joue là-bas. Et c'est la petite faille là qui a fait que la Guinée équatoriale est marquée en première position. Parce que nous tous on est ici. Ils disent ok, si il y a tous là-bas, si on doit contre-attaquer, nous tous on va partir par là-bas. Et à la fin, comme il a dit, nous sommes 3 défenseurs pour mettre 3 attaquants. Et ça a causé ce que ça a causé. Il faut donc que notre entraîneur actuel, notre entraîneur intérimaire, puisse se rappeler de toutes ces fautes-là, sinon de tous ces petits bobos qu'il y a eu pour ne pas donner lieu au même résultat. Mais du coup, l'équipe type pour moi, je n'aurais pas d'équipe type, mais je conseillerais plus ou moins de faire jouer ces personnes qui sont sur le banc. Odilon Kosomu, Lazare Amani, Serigne. Il faut monter à ceux qui étaient sur le terrain pendant ces 3 matchs-là. Que sans eux, l'équipe nationale n'a pas de va continuer ici. Je pense que personne n'est indispensable. Quand ils seront sur le banc, ils sauront que ceux qui étaient là sur le banc, ils attendaient peut-être même leur moment pour montrer ce qu'ils valent. Et je pense que s'ils le font, ils seront titularisés. Donc, ils ont tout à gagner à démontrer qu'ils ont également du potentiel à revendre. Il faut qu'on le fasse. Que ceux qui sont titulaires sachent qu'il y a des gens sur le banc qui attendent et qui luttent pour leur place. Voilà. Du coup, dans cette équipe toujours de la Côte d'Ivoire, on a pu constater qu'il y avait pas mal d'individualisme, beaucoup de balles personnelles. Bon, ça s'est beaucoup ressenti, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Ça laisse à se poser des questions. Est-ce qu'on n'aurait pas un problème de leadership dans notre équipe de la Côte d'Ivoire? L'hymne national, un forgeant uni, c'est main dans la main qu'on arrive à quelque chose. Normalement, pour une équipe de ce Et vous l'avez senti, vous, monsieur Kofi? Je l'ai très ressenti. D'accord. Je l'ai très ressenti. Et jusqu'à actuellement, on nous disait certainement que Gradel était dans l'équipe pour motiver les troupes. On ne va pas prendre un joueur juste pour venir encourager les gens. On est d'accord. Mais en même temps, c'est ce même leadership que Seredi avait. C'est ce même leadership que beaucoup d'autres avaient. C'est ce leadership-là que beaucoup se reconnaissaient. En fait, il faut un leader dans l'équipe. Un leader, il ne se définit pas de lui-même, c'est les autres qui le choisissent. Et pour toi, du coup, un problème de leadership, c'est normal, c'est justifié parce qu'on a l'impression quand même que ça casse l'équipe. Hein? Tout à fait, ça casse l'équipe. Ça casse l'équipe. De savoir que lui, il veut faire pour lui, l'autre, il veut faire pour lui, l'autre, il veut faire pour lui. Pourtant, on veut le même objectif. Il faudrait que les vrais s'asseyent et qu'ils se disent qu'on combat pour la même chose. On va pour le même. On n'est pas ennemis en fait. Si nous, entre nous-mêmes, on est des ennemis, bon. Et l'adversaire qui est là-bas, lui, il sera quoi? Donc, du coup, tu confirmes, toi, que tu y a un problème de leadership. Il y a véritablement un problème de leadership au niveau de l'équipe. Moi, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas vraiment ce problème-là. Il n'y a pas ce problème parce que on voit sur les réseaux sociaux un groupe qui vit bien, notamment sur les stories Snapchat de Nicolas Pepe, et c'est érigé en média de l'équipe nationale. Donc, on voit que le groupe vit bien. Et sur le terrain aussi, on voit, il y a Seko Fofana qui était un peu partout, mais qui a été recadré lors du 3e match, je pense. Ah, justement, parlant de Seko. Il est partout pourquoi? Il est partout tout simplement parce que les autres ne font pas le travail pour lequel ils sont. Et comme je le dis, si nous tous on a le même profil. L'union, je pense que lorsque tu as confiance en tes amis, en tes collègues, tu peux. Comme il a dit, lorsqu'on parle de leader, un leader c'est cette personne-là qui est capable de pouvoir rassembler. On a entendu quand même aussi dans les bruits de couloir qu'il y a un petit désaccord, un petit accrochage entre Seko Fofana et Kessié. Ça a toujours existé dans l'équipe nationale à Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est bénéfique ce qui se dit entre eux? Est-ce que c'est avéré? C'est cela? Oui, ça demeure des bruits de couloir. J'espère que ce n'est pas le cas. Et ce que je veux noter aussi, c'est que même s'il y a
Petit bisbis. Il y a des petits. Désaccords. Des désaccords. Voilà, bisbis. Lorsqu'il y a des désaccords et qu'on rentre sur le terrain, Il faut les oublier. on les oublie. Ça, On a vu la génération de Didier Drogba et Yaya Touré qui on entendait qui étaient tout le temps en désaccord. Chose qu'on ne sait pas jusqu'à présent si c'était. Ah, c'est ça, bruit de couloir, mais comme il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Lorsqu'il rentrait sur le terrain, Yaya Touré était cette personne-là qui livrait des balles à Didier Drogba, ce qui nous permettait de pouvoir être au devant Tout à fait. du continent. Et donc je pense que lorsque ces joueurs-là rentrent sur le terrain, quelles que soient leurs histoires dans les couloirs, quel que soit ce qui se passe, Il faut faire table de ça. il doit se rappeler des lignes, il doit se rappeler du poids du maillot qu'il porte, il doit se rappeler l'importance du match, du fait que nous sommes chez nous, du fait que la Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays. Il doit prendre l'exemple sur l'équipe camerounaise. J'aime beaucoup cette équipe camerounaise. J'aime leur combativité. Oui, c'est vrai. Vous savez, le fait de perdre 2-1 à la 85e minute, si c'était l'équipe de la Côte d'Ivoire, jusqu'à présent. Bon, pas de comparaison. Hein. On joue bientôt, pas de comparaison. Oui, mais franchement. Comparaison n'est pas L'équipe de la Côte d'Ivoire, les Camerounais, c'est vrai. on a l'impression qu'ils n'ont pas. L'envie, la niaque. Le mental n'est pas assez forgé. Okay. On a l'impression. À la 85e minute, une équipe qui perd 2-1 et qui se remotive, qui va jusqu'à gagner 3-2. Alors que nous, on encaisse un but et déjà l'entraîneur même qui attrape sa tête et les joueurs qui sont déstabilisés sur le terrain. Regardez Ghana Mozambique à la 90e minute. 90e minute. Bon, Ghana, ce sont nos frères. Mais surtout, selon vous, mais surtout se trouve de problème dans ces cas. Parce qu'on a parlé des bruits de couloir, des rumeurs, ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Mais dans ces cas-là, où se trouve le problème de nos éléphants? Et puis aujourd'hui, on voit partout que les gens disent que le problème véritable vient de la FIFA. Tout le monde exige la démission de ceux qui sont actuellement à la tête de la démission de M. Idriss Diallo. Parce que c'est lui qui a la tête pour l'instant, hein. Il n'est pas encore parti. En tout cas, et de toute son équipe. Et de toute son équipe. Ah, lui et tout son staff. Voilà. Donc, parce qu'il y a tellement de bruit. Et tout son staff doit démissionner. Il y a tellement de bruit qui court autour de ces personnalités-là. Qu'à un moment donné, on se pose des questions. On entend ça et là que non, c'est eux qui décident de qui joue sur le terrain, c'est eux qui font le classement à la place. Il y a tellement de coups de couloir autour. Et ces coups-là sont à venir. Il faut que soit ces personnes en laissent ceux en lesquels ils ont mis leur confiance pour travailler pour l'équipe nationale, savoir les sélectionneurs faire leur travail, ou soit ils libèrent le plancher pour laisser place à une équipe plus jeune. Les Ivoiriens même, ils étaient derrière quelqu'un, tout le monde le sait, ils étaient derrière tout le monde. Ils étaient pour Drogba, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, loin du fanatisme, on sait ce qu'ils pourraient apporter. Voilà. Mais bon, les gens ont fait leur choix. Donc pour vous, M. Idriss Diallo doit partir et tout son staff afin de. Logiquement. Et vous, M. Kouya? Je pense qu'il faut laisser terminer le travail qu'il a commencé. Que M. Idriss Diallo doit rester pour finaliser en gros son mandat de 5 ans, hein, c'est ça? En fait, on est mis quelque part pour. Il n'a même pas encore fait 2 ans. Je pense que même si pour l'instant le travail n'est pas. Je pense que son erreur actuellement c'est d'avoir sélectionné, c'est d'avoir pris Gassé comme étant l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il tient à rectifier cela. Et... Parce qu'il faut se souvenir une chose. Quand tu as Idriss Diallo face à Didier Drogba, la vie dégage déjà 1-0. Quand tu as Idriss Diallo face à Didier Drogba, au fait, il faut noter Jacques Anouma, qui a été le président emblématique de la Fédération ivoirienne, est dans l'équipe de Idriss Diallo. C'est-à-dire, Idriss Diallo a une bonne équipe, quoi, en fait. Cette équipe qui a donné les beaux jours de la sélection ivoirienne de football, on peut dire que c'est à peu près cette même équipe qui est là. Alors, donc on ne peut pas laisser place à la jeunesse aussi pour faire pour ce qu'ils savent faire. Comme je l'ai dit, la jeunesse. Le côté de quoi c'est renaissance. La jeunesse, comme parce que c'est la même personne. Il a fait les beaux jours. Oui. Donc il doit continuer de faire les beaux jours jusqu'à ce que. Laissons travailler. Si après 2 ans, 3 ans, on voit que le travail, on voit qu'il n'y a pas de résultat. Parce que Ivoiriens, on juge. C'est vrai que nous étions tous derrière Didier Drogba. C'est notre légende à nous, c'est quelqu'un qui est beaucoup respecté. Et même les joueurs, en sachant que c'est Didier Drogba qui est leur président, ils vont se battre
vont vouloir lui donner une coupe. Mais il a été choisi, ce n'est pas nous qui avons voté, les présidents de club ont voté. C'est eux là, aujourd'hui, on a affaire. Aujourd'hui, on est déjà là, il faut laisser monsieur le président, il dit toi-même, tu as des Didier on va le laisser travailler. Et voir ce que ça donne. Sérieusement, il faut laisser une chance de finir son mandat. Bien sûr, tout le monde mérite une chance. On n'y peut rien. Tout le monde mérite une chance. La démission est un acte volontaire. C'est un Ivoirien tout comme nous, tout comme Didier Touba. Et je pense que Didier Touba, lui, est d'accord avec cela de laisser travailler. La preuve, lorsque il a été proposé comme ambassadeur, il a accepté. Mais du coup, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Donc je pense qu'il faut laisser monsieur le président travailler. Monsieur Idriss Diallo. Mais du coup, vous, monsieur Kofi, tout à fait. Vous nous dites ici que monsieur Idriss Diallo et son staff doivent partir. Mais dans ce cas, qui voyez-vous comme représentant s'il n'est plus là? Bien évidemment que je vois ma légende, sinon la légende. On a tous écouté son projet, on a tous vu le projet de Didier Drogba. Est-ce que le projet de Didier Drogba est faisable? Est-ce que c'est possible de le mettre en application en 5 années? C'est un projet qui est très faisable. Quand on a la carrière de Drogba, quand on a l'image de Drogba, il y a des portes qui s'ouvrent comme un claquement de doigts. Aujourd'hui, je sais pas avec cette histoire d'aujourd'hui là. Actuellement, tu te retrouves dans d'autres pays et tu dis Idriss Diallo. Mais Didier Drogba. Mais est-ce que sous prétexte que Didier Drogba aurait une ancienneté et une carrière footballistique, est-ce que forcément ça définit que ce sera un bon coach? Nous sommes dans l'administration. On est dans l'administration, oui, mais je rappelle que actuellement les membres du staff du Diallo se vantent du fait qu'ils ont pu réussir à obtenir de meilleures conditions de vie pour les joueurs, n'est-ce pas? Alors que lorsqu'on sait qui est Drogba, Samuel Eto'o également, il est venu trouver son équipe dans des conditions qui n'étaient pas peut-être très très favorables. Mais il est Samuel Eto'o, à cause de son Samuel Eto'o, il va au-delà de ce que l'État lui permet de faire. On sait qu'avec Drogba, on n'allait pas tomber dans cette histoire de FC Ouage qui a fait but au couloir partout sur la toile. On sait qu'avec Drogba, chacun allait jouer en fonction de son mérite. Mais actuellement, on se rend compte que les joueurs sont peut-être choisis par complaisance. Bon, si j'ai l'argent. Du copinage. Donc finalement, c'est ce à quoi on pense. Pourtant, ça peut ne pas être le cas. Mais on se dit que c'est pour ça. La famille d'Idriss Diallo également n'est pas pauvre. Donc si c'est juste une question d'argent, non. Mais je me dis qu'en termes de relationnel, en termes de visa, de public, ça allait attirer encore plus de regards sur le football ivoirien. Ça allait permettre aux différents clubs de se développer. On n'allait pas assister à ces 20 000 francs ou 30 000 francs de perdiens après les matchs. C'est ça. Parce que le gars lui-même, il allait s'investir dans la chose. Voilà, sans attendre qu'on ait des millions ou bien des milliards. Donc pour ma part, hein, il aurait été le meilleur choix. Bon, après, comme il a si bien dit, c'est pas nous qui votons, les présidents ont voté. Ça, c'est la base de quoi ils ont fait. Monsieur, pour vous, si justement, monsieur Kouya, on n'avait pas monsieur Idriss Diallo, vous aurez qui à la place? De façon évidente, nous tous, notre bien-aimé Didier Touba. D'accord. Donc, franchement, il mérite cette place-là. Il mérite cette place pour tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, pour tout son leadership. On sait tous, en période de crise, lorsque la Côte d'Ivoire traversait des moments difficiles, on sait ce qu'il a apporté, que ce soit à travers son jeu, que ce soit à travers son leadership. On sait tout ce qu'il a fait à ce but-là. Je pense qu'après M. Idriss Diallo, la place légitime du rugby. Et même s'il n'est pas président de la FIFA, il pourrait être patron. Ministre des Sports, par exemple. Non, ça pour ça, je ne suis pas d'accord. Le sport en général, c'est différent du football en particulier. Le sport en général, il y a tennis, il y a handball, il y a tellement de choses. Etc. Je ne vois pas trop de façon générale. Je préfère plus centrer sur la question du football dans un premier temps. Voilà, maintenant, Inch'Allah, par la suite. Et du coup, messieurs, moi, je me pose la question, et je pense que vous qui me regardez, vous vous posez la même question. Qui a mis l'huile dans le riz de Samuel? Ah bon, cette question. C'est la question qu'on se pose tous. En fait, peut-être c'est la même formule de la question qui fait que vous ne comprenez pas. La vérité, c'est qui a mis l'huile dans le riz des arts? C'est la question qu'on se pose. Qui a pu mettre cette huile? Parce que là, ça reste un mystère. Zaya n'est pas là. On a entendu parler de lui. Très souvent, c'est le caissier qui sait. Qui sait beaucoup de lui. Lui, il sait. Est-ce que c'est qui là? Non, mais
C'est qui? C'est tout, c'est la question. La réponse est tout dans la question. Parce que nous, on a besoin de lui qui nous explique. Voilà, on a réellement essayé juste de retirer le point d'interrogation et ça nous donne la réponse. Qui a mis le riz sur l'huile de Zahara? Bon, qui a mis l'huile sur le riz de Zahara? Voilà, c'est qui a mis? C'est qui? Le jour où Zahara va comprendre très bien le français, il va nous l'expliquer. Il parle un peu, ça c'est important comme ça. Peut-être actuellement pour dire le nom, il a dit. On avait besoin de lui. L'adversaire était anglophone. On devait rester sur notre position d'ivoirien vigilant. Tout à fait. Mais bon. Bon, on n'a pas de réponse, on ne sait pas pour On l'instant. sait pas pour l'instant. On va demander à la FIFA. À la FIFA, on demandera des comptes à la FIFA. Du coup, messieurs, votre pronostic Côte d'Ivoire-Sénégal à venir? Vas-y. Je dirais, bon, quelques points ivoiriens. Et puis, connaissant que l'équipe de Côte d'Ivoire élève son niveau par rapport à l'équipe qui est en face, je m'attends à un 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Alors, moi, je me dis que à la suite de tout ce qui était établi, c'est-à-dire tous les scores qu'on a eu là avant, ils vont nous expliquer dans quel coup Sénégal peut gagner Côte d'Ivoire. Ils vont nous expliquer ça. On veut savoir. Donc, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Il ne va pas donner le score. Mais je me dis que comment, si Sénégal est fort, ils vont nous dire tous ces minutes. Et puis, une chose, le trio de MS doit mettre le match qu'on a joué contre le Sénégal en 2013 à Dakar. On a éliminé le Sénégal de la Coupe du Monde. Je pense que ça va les motiver. Et en voyant les statistiques, ils doivent savoir que nous sommes meilleurs que les Sénégalais. Et donc, on veut plus de titulaires. On ne veut pas. Il ne faut même pas avoir tergiversé sur cette question-là. Du coup, moi, je vois une victoire pour la Côte d'Ivoire. C'est encore plus score. Mais la victoire, je rentre plus dans les chiffres. On rentre dans la victoire et puis c'est bon. Messieurs, si vous pouvez sensibiliser un peu les supporters, que ce soit du côté du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, en cas de victoire, en cas de défaite. En cas de victoire et en cas de victoire. Voilà. Ah oui, la victoire peut être chez nous et la défaite au Sénégal. Voilà. En cas de victoire ou de défaite de des équipes, des supporters des équipes. Nous sommes à la canne de l'hospitalité. Tout à fait. Je pense que au devant des stades, avant d'entrer, il faut donner des places libres, c'est l'hospitalité. Pour que, en cas de défaite, chacun se souvienne que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous aimons nous amuser avec tout. Et c'est ce qui fait notre particularité. Voyez-vous, lorsque nous avons perdu contre le Nigeria, on voyait des supporters chanter qu'on s'en foutait. Et c'est cet état d'esprit-là, même si ça fait mal au cœur, mais il faut quand même se rappeler que nous sommes dans une compétition, nous sommes dans la célébration de l'Afrique. Et on doit se rappeler que nous sommes tous africains. Si j'ai perdu et que l'autre a gagné, puisque c'est mon frère, c'est moi qui ai gagné. C'est un fair play. Mais j'espère que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. On gagnera. Le Sénégal, on sera content que nous ayons gagné. Le véritable problème, c'est pas l'adversaire, c'est pas la défaite, etc. C'est quelque chose qu'il faut rectifier dans le comportement de l'Ivoirien aussi. Voilà. Parce qu'on a perdu, c'est pas l'adversaire qu'on est en train de poursuivre l'adversaire forcément. C'est entre nous-mêmes, on est en train de casser tout. Alors que tous ces biens qui ont été produits, on l'a dit en début d'émission. Après, quelqu'un nous a trouvé, c'était une question d'économie, je crois, à l'émission précédente. Qu'est-ce que CAF peut apporter sur l'économie? Donc, si tous ces moyens qui sont mis en œuvre là, pour faire ramener le pays sont en train d'être détruits, à la fin, là, c'est nous qui allons souffrir. Parce qu'après la CAN, tous vont repartir chez eux. Et qu'est-ce qu'on garde dans la Côte d'Ivoire? Est-ce que les gens vont accepter de venir dans ce pays où il y a tous ces bruits, où il y a des cassures, etc. Et je rappelle que les bus là, nous les étudiants là, c'est notre moyen de déplacement. C'est ça. Si vous cassez là, nous on fait comment pour se déplacer? Exactement. Est-ce que les footballeurs prennent ce quart-là? Non. Donc ayons tous un comportement responsable. Voilà. Pas de casse, pas de dégradation. Soyons fair-play dans la victoire comme dans la défaite. Et n'oublions pas que nous organisons la CAN de l'hospitalité. Exactement. Donc, messieurs, je vous remercie d'avoir été sur Café 24. Merci. By Aminata 24 TV. Au plaisir de vous avoir reçu. Merci. À vous les téléspectateurs, on se retrouve très prochainement pour un Café 24. By Aminata 24. À bientôt.